Hello. J'ai reçu la semaine dernière, en service presse, le livre de Noémie Renard, En finir avec la culture du viol. Ce livre sort d'ailleurs le 8 mars, donc aujourd'hui, dans le cadre de la journée des droits de la femme. Ça m'a énormément inspirée pour des sujets de vidéos, et c'est donc pour ça que aujourd'hui et chaque jour jusqu'à dimanche, je vais sortir une vidéo sur des thèmes bien précis. Donc aujourd'hui, je fais la revue du livre. Demain, je parlerai de la dynamique des stéréotypes. Samedi, je parlerai des relations sexuelles dans les couples hétérosexuels. Et enfin, dimanche, je parlerai du consentement. Prenez ça si vous voulez comme des parties d'une grosse vidéo en fait, puisque c'est une réflexion que j'ai eue avant la lecture du livre, mais que le livre a particulièrement bien synthétisé. Donc je vais commencer avec aujourd'hui la revue du livre. De manière générale, j'ai beaucoup aimé la lecture. C'est un essai, hein, c'est pas un roman ou quoi, c'est vraiment un essai avec un sommaire très détaillé, une réflexion en fait dans le livre qui est assez intéressante. Elle commence du coup donc par un constat, donc un état des lieux, où elle va notamment démolir en fait plusieurs clichés qu'on a par rapport au viol. Donc notamment le cliché qui est je pense qui est vraiment beaucoup répandu, comme quoi le viol ça se passe dans une ruelle noire à minuit parce qu'on a eu l'audace de sortir seul. C'est faux. En majorité, les viols sont faits dans un entourage, par un entourage proche de la victime et aussi dans un environnement que la victime connaît. Une autre idée reçue qui est très répandue, c'est que une victime de viol se défend nécessairement pendant tout le viol. Et ça, c'est faux. C'est faux, et en fait ça pose un vrai souci, cette idée reçue, puisque c'est ce sur quoi s'appuie en fait le système judiciaire français et du coup la définition du viol dans le système judiciaire. On va le voir juste après, mais du coup je voudrais quand même attirer votre attention parce que j'ai quand même fait quelques recherches. Il y a une étude qui a été menée, je vous mets la source de l'étude en barre d'infos. Sur 317 sujets, il y en a 12 qui ont nécessité, donc sur 317 sujets qui se sont fait violer, d'accord, je précise, il y a 12 sujets, donc 4% qui ont dû subir une intervention chirurgicale pour des blessures externes, 34%, donc, non pas 34%, 34, donc 11% qui ont dû faire pareil, une intervention mais pour du coup des blessures sur les organes génitaux. Par contre, on a 253 sujets, donc 91% qui n'ont pas activement résisté pendant toute la durée du viol, et 57%, donc 178 sujets sur 357 qui n'ont pas résisté du tout. Et enfin, 129, donc là c'est une information aussi importante, bien que autre, mais sur les 317 sujets, il y en a 129, donc 43%, qui ne se sont pas présentés aux urgences sous 12 heures. Donc pourquoi je parle de ça? Pour la simple et bonne raison que le système judiciaire français, donc quand on prend le droit français, pareil, je vous mettrai la source du code, du code pénal, code pénal. Le viol est défini ainsi dans la loi: tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. On peut aller jusqu'à 15 ans de prison. La tentative de viol et le viol sont punis de la même façon, c'est-à-dire que tenter qui a échoué est puni de la même façon qu'un viol qui a été fait. Le viol conjugal est aussi répréhensible, et ce depuis 1980, mais qui s'est appliqué depuis 90. Il y a aussi des situations aggravantes, et dans ce cas vous pouvez prendre plus, ça va jusqu'à 20 ans de prison. Voilà, donc ça c'est le code pénal français. Et en fait ça pose un vrai souci, puisque comme vous le voyez, il est fait objet en fait de violence, contrainte, menace ou surprise. Et en fait cette façon de présenter le viol dans la loi, ça va avoir pour impact que pour définir un viol, on va regarder du coup la situation dans laquelle il a été fait, et on va chercher surtout de la violence, de la contrainte, des blessures. Mais la problématique aussi du fait de ne pas aller aux urgences ou de ne pas aller porter plainte est abordée dans le livre. Je ne vais pas l'aborder là parce que ça serait beaucoup trop long, mais en tout cas il y a effectivement des raisons pour lesquelles les victimes ne vont pas automatiquement à l'hôpital voir un médecin ou même porter plainte.
Pour ce qui est du système judiciaire français, il faut savoir, donc ça c'est dans la deuxième partie, où on va expliquer du coup les mécanismes de l'impunité du violeur, ce qui va faire que en fait, le violeur ne va pas toujours être puni par la loi. Quelque chose que je connaissais pas en fait, parce que je m'étais pas penchée sur le système judiciaire français en matière de viol, c'est que en fait les viols vont être très souvent correctionnalisés, c'est-à-dire que à la base c'est un crime. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux, du coup je reprends ici pour être beaucoup plus clair. Le droit pénal français distingue la contravention, le délit et le crime. Le viol est normalement un crime et il est donc jugé par la cour d'assises. Quand il y a correctionnalisation, il est redescendu au niveau de délit et il est donc jugé par un tribunal correctionnel. Ça sera jugé dans des tribunaux qui jugent par exemple les vols de vélo ou etc. Ce qui est d'une part traumatisant pour la victime, hein, puisque du coup on n'est pas pris au sérieux. Le viol c'est un crime, c'est pas un délit. Et le fait de correctionnaliser systématiquement les viols, c'est un vrai problème. Mais je reviendrai sur le système judiciaire français dans ma vidéo sur le consentement, justement. Noémie Renard aborde dans une troisième partie le viol, une histoire de pouvoir et de domination, où là on va rentrer plus en détail dans la culture du viol. Jusqu'à présent on était dans des parties qui traitaient du viol et le viol dans le système judiciaire, donc quand le viol a lieu, et elle va s'interroger du coup sur la culture, sur le fait que d'où vient cette fameuse impunité déjà morale aussi, hein, en plus du judiciaire, d'où viennent ces stéréotypes qui font que le viol c'est forcément quelque chose d'extérieur par exemple. Et du coup elle va s'attaquer à la domination de l'homme sur la femme et du coup tout ce que ça peut engendrer. Dans une quatrième partie, elle va aller beaucoup plus en détail au niveau des relations hétérosexuelles et donc du coup elle va également parler de ce problème en fait de rapports sexuels au sein du couple, les rapports sexuels non consentis, non désirés, mais ça pareil je vais pas le développer beaucoup dans cette vidéo là puisque je vais en parler dans ma vidéo sur la sexualité dans les couples hétérosexuels. Et enfin dans une cinquième partie, elle se demande en gros, elle propose quand même des solutions puisque c'est bien de faire un constat et de s'interroger du coup sur les fondements de la culture du viol et du coup qu'elle arrive quand même à un certain constat à un moment qu'il n'y a pas que le viol, il y a aussi toutes les nuances qu'il y a entre des rapports sexuels désirés, consentis et le viol. Il y a toute une nuance entre les deux qui est très floue et qui est en plus pressurisé par les stéréotypes de la société par rapport au rapport sexuel dans un couple et aussi le rapport du sexe et de la femme, des stéréotypes aussi avec le sexe et l'homme, c'est-à-dire comme par exemple l'homme a besoin de sexe, qu'il faut vraiment qu'il y a des pulsions, etc. Alors que la femme, elle, est plus passive et donc du coup va avoir le devoir en fait d'avoir du sexe avec son conjoint par exemple. C'est des idées reçues en fait préconçues, des stéréotypes, ou alors vous savez c'est ce genre de dicton en fait qu'on dit comme les grandes règles de la vie qu'on n'a jamais remis en cause, qu'on pense toujours que bah non mais c'est ça pourtant, c'est comme ça que ça marche. Et ça alimente en partie du coup la culture du viol, le fait qu'on ne reconnaît pas facilement le viol conjugal, qu'on ne reconnaît pas le viol quand il n'y a pas de violence derrière, c'est-à-dire quand la victime soit ne se défend pas parce qu'elle est sidérée ou alors parce qu'elle se laisse violer pour échapper à autre chose de plus grave dans sa perception. Je pense que c'est important si vous êtes intéressé, je pense que c'est vraiment important de lire ce livre pour en savoir un peu plus. Quelque chose que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est que c'est extrêmement bien documenté. Déjà, il y a énormément de notes en bas de page qui citent les sources. Mais également, et ça je le sais via son Twitter, qu'elle n'a pas pu mettre tout en raison de place, ce qui se comprend aisément en fait, puisqu'il y a énormément de statistiques en fait, et d'études dans son texte. Donc ce qui fait qu'on aurait eu par exemple mi-texte, mi-note de bas de page. Du coup, elle a fait une page où elle décrit en fait, où elle cite toutes ses sources. Et c'est bien ordonné, c'est-à-dire que c'est pas juste les sources mis en vrac comme ça, c'est ordonné selon les parties, donc c'est assez facile de retourner voir pour savoir d'où viennent les chiffres, de quelles études, etc.
Donc ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié et c'est concrètement, si vous regardez un peu les sources, vous avez après des publications à lire, des ouvrages à lire à n'en plus finir. Donc c'est une vraie source de sources. Donc je ne connaissais pas avant Noémie Renard, donc je me suis intéressée à elle aussi pour savoir aussi du coup son parcours en fait, en tout cas dans la lutte contre le sexisme. Elle tient notamment le blog antisexisme.net et je la suis maintenant sur Twitter également. Et en fait je dois dire que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est son point de vue au niveau du féminisme. Il est fait question dans ce livre de prostitution. En fait c'est la prostitution dans les milieux féministes, c'est une des grandes oppositions. On a tendance à penser que les féministes sont toutes d'accord, c'est absolument pas vrai. Et la prostitution, c'est un des sujets avec lesquels les féministes sont souvent en désaccord, les mouvements féministes sont souvent en désaccord. Pour ma part, j'avoue que j'ai du mal avec les discours ultra victimisants en fait au niveau de la prostitution. En tout cas, c'est pas une bonne façon en fait d'aborder le sujet et surtout de résoudre un peu ce problème de prostitution. Et en fait, Noémie Renard en parle dans son livre, et notamment par rapport au viol des prostituées, chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, et notamment par exemple l'argument de dire qu'il faut réouvrir les maisons de passe, ça permettrait de réduire le viol. C'est un argument que j'entends depuis très longtemps, même quand j'étais pas encore ouvertement féministe. Cet argument m'a toujours écœurée, parce que d'une part, c'est complètement faux. Voilà, enfin ça n'a pas de corrélation en fait. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose qui m'a toujours choquée, c'est que dire que en fait du coup les violeurs vont aller vers les prostituées et ça permettra aux femmes de les laisser tranquilles, j'ai juste envie de dire mais non, mais les prostituées c'est aussi des femmes. Violer une prostituée, c'est pas moins grave que violer une femme en fait. Et c'est pas parce que vous avez payé pour avoir du sexe que vous avez tout. Le contrat d'une prostituée, c'est que vous payez pour une certaine heure. Après, je suis pas experte au niveau de savoir comment se passe la prostitution et comment c'est le mécanisme. Mais si vous voulez, ça vous donne pas un accès libre au corps de la personne que vous avez en face de vous. Du coup, j'aime beaucoup le positionnement de Noémie Renard par rapport à la prostitution. Et il en va de même pour le consentement. Et là, je vais pas m'étendre plus puisque je dédie une vidéo entière au consentement et du coup aux problématiques que ça impose. Ça, j'ai beaucoup aimé. L'écriture est très bien. C'est très bien. Je suis très sensible à l'écriture, en fait. D'un point de vue tout ce qui est répétition, vocabulaire utilisé, etc. Là, c'est très bien. C'est pas trop lourd non plus à lire. Dans le sens littéraire du terme. Évidemment, ça parle de choses assez dures. Je trouve, dès qu'on arrive sur les... évidemment, toutes les parties sur le viol sont assez dures, évidemment. Mais elles sont beaucoup plus statistiques. Concrètement, à part si vous avez déjà eu des expériences de viol, vous regardez ça avec une certaine... C'est écrit de façon à ce qu'il y ait une certaine distance en fait par rapport à ça. Et je pense d'ailleurs que c'est voulu. C'est pas pour ne pas faire revivre des choses traumatisantes à des lectrices ou des lecteurs qui auraient vécu des situations violentes. Par contre, quand il est fait effet des couples, de la violence au sein des couples, des rapports sexuels, etc., au sein des couples non désirés, etc., là, par contre, il est fait objet en fait de choses que on n'a pas l'habitude de lire et du coup, parfois ça met un malaise, si vous voulez, ça met un certain malaise. J'ai partagé plusieurs extraits sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses de gens qui disaient mais c'est quoi cette horreur? Mais pourquoi? Et je suis absolument d'accord. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!